Ben là. Hey, un artiste, est-ce que ça peut être un bon entrepreneur? Ben là. Cette semaine, on va essayer d'éclaircir la question avec un guitariste, un producteur, quelqu'un qui s'est lancé en affaires. Alors, je suis sorti du cégep de Chicoutimi pour me rendre dans le coin de Jonquière-Nord. Actuellement, je me sens très bien parce que je suis dans un studio dans lequel j'ai eu la chance notamment d'enregistrer des chansons. Et on se sent bien. C'est un environnement de créativité. C'est un environnement où ça émerge d'artistes et d'idées. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir un invité exceptionnel qui s'est lancé en affaires il y a de ça tout près d'une dizaine d'années. Quand il m'a contacté pour dire « Hey, Benoît, moi, j'aimerais ça parler avec toi dans ton podcast. Tu vas peut-être m'inviter. » Puis honnêtement, j'y avais pas pensé. Puis bref, j'avais une bonne cédule, mais non, je me suis dit non, c'est tellement opportun qu'il puisse venir dans le podcast. Alors, mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, comme invité de la semaine, Martin Larose. Comment ça va, Martin? Ça va très bien. Et toi? Ben oui, ça va très bien. Écoute, je pense que tu peux ressentir mon bonheur que j'ai d'enregistrer ce podcast avec toi. Oui, puis je suis bien content que tu sois déplacé au studio. Alors, tu vois nos nouvelles installations. La dernière fois que tu étais venu, là, c'était encore... il y avait moins d'équipement, tout ça. La régie était de l'autre côté. Donc, bien content que tu sois là. Ben écoute, l'aménagement était effectivement différent, mais la qualité du producteur est le même. Bien, ça s'améliore aussi, ça. On prend de l'expérience, alors voilà. C'est sûr qu'avec l'expérience, avec tout ce que tu as fait, écoute, d'ailleurs, avant d'aller dans ce que tu as fait, je pense que tu as une prochaine phase de ton projet de studio qui s'en vient au printemps. Oui, c'était prévu quand on avait démarré tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le studio, j'en ai tout le temps eu parce que j'ai une carrière de guitariste, de musicien là, depuis plus de 40 ans, en fait. Là. Donc, j'ai toujours eu un studio où j'en faisais pour les autres, j'en faisais surtout pour moi. Je commençais là, durant les années 80 avec ce qu'on appelait des Tascam porte-à-tout avec les petites cassettes. Là. Donc, on avait quatre pistes. Puis, je suis passé là, des bobines, puis après ça, des ordinateurs. Puis aujourd'hui, la technologie est tellement poussée. Donc, officieusement, ça fait plus que 30 ans que je suis un studio, mais officiellement, commercialement, ça va faire tout près de 10 ans qu'on a ouvert ça, le studio Septentrio, avec ma conjointe. Donc, voilà. Septentrio, Oui. c'est le nom du studio, mais Oui. qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous, c'était très, très, très important parce qu'on aime la région. En partant, on est deux artistes, moi puis ma conjointe, même si on travaille là, dans l'administration, dans l'éducation supérieure, on est deux artistes. Puis on a fait le choix de vivre au Saguenay. On a fait le choix de vivre à Jonquière parce qu'on aime Jonquière, on aime le Saguenay, on aime le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi puis ma conjointe, on est originaire de Roberval. On a été élevé à... Ça, c'est dans le Grand Nord québécois, Roberval. Ouais. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça, oui. Et puis, pour en revenir à ta question, c'est que Septentrio, c'est le point septentrional. Donc, on voulait vraiment mettre ça en avant. Et puis, le logo qui a été fait par Marc Gauthier, en fait, si tu le regardes bien, il y a comme trois waves. Donc, c'est Septentrio. Alors, c'est une wave qui se transforme en arbre de la forêt boréale. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a pris Septentrio, le point septentrional, Studio Boréal. Donc, parce qu'on est fiers d'être ici. Et on va rester ici aussi parce que, voilà, c'est beau, notre vie est ici, on a élevé nos enfants ici, puis il y a un bassin d'artistes, puis de clients qui est ici, qu'on aime beaucoup. Voilà.
Alors, Martin, avant d'aller plus loin dans les questions studio, parce que Ouais. j'ai des questions pour toi là-dessus, Oui. j'aimerais qu'on fasse un petit peu ta bio, qu'on regarde un Ouais. peu ton parcours. Donc, bon, tout près d'une dizaine d'années avec le studio, Ouais. tu cumules une carrière à l'Université du Québec à Chicoutimi de Ouais. quoi? De ce que j'ai vu, au moins 16-17 ans. Là, Oui, en fait, d'ailleurs, je peux annoncer que je prends ma retraite le 28 avril. Donc, en fait, j'ai commencé à la commission scolaire de la Jonquière. Moi, j'ai travaillé 9 ans dans les écoles anglaises. Donc, ce qu'on appelait à l'époque Saint Patrick School. Donc, j'enseignais la musique en anglais, j'enseignais la géographie en anglais et j'enseignais l'économie. Et j'enseignais le français, langue maternelle et langue seconde. Et après ça, lorsqu'il y a eu la création des commissions scolaires linguistiques, moi, je suis resté avec la commission scolaire de la Jonquière et j'ai travaillé à l'École internationale. Puis après ça, puis en même temps aussi, j'enseignais au centre linguistique du Cégep de Jonquière. Et puis à l'École de langue de Chicoutimi. Donc, j'étais toujours dans le milieu de l'éducation. Puis après ça, j'ai eu une opportunité pour mettre sur pied un programme qui s'appelle Arts et métiers de la scène. Donc, je suis arrivé au... Ah, c'est toi qui a créé ça? C'est moi qui a parti ça. Écoute, ouais. Alors, ça fonctionne encore, ça? Ça fonctionne encore. C'est une belle fierté pour moi. J'ai mis ça en place. Je n'étais pas tout seul. Là. Il y avait plein de profs avec moi. Mais c'est moi qui ai déposé l'idée. Ça tenait sur 3 pages. J'étais allé voir le directeur à l'époque, Eric Blackburn. Fait que là, il a vu ça, il a dit « OK, oui, ça a du bon sens. Fait qu'on va te libérer. » Puis bon, on a fait une étude de marché, puis on a tout préparé ça. Puis aujourd'hui, le programme est homologué au ministère de l'Éducation. Fait que je suis bien content. Puis... C'est une belle réussite. Ouais. Moi, l'AMS, qu'on appelle, là, dans le fond, Ouais. on s'est impliqué, notamment avec le Club Optimiste de Jonquière, Ouais. à faire justement un spectacle. On a fait ça pendant plusieurs années. Ouais. Donc, pour justement faire travailler les jeunes, en guillemets, Ouais. et aussi permettre de faire ce genre d'activité-là. Maintenant, ça a évolué. Là. Ouais. Le spectacle a encore lieu, mais c'est plus en collaboration avec. C'est avec ça. l'AMS. Puis l'idée de départ à l'époque, c'était d'offrir un programme à des jeunes. On ne voulait pas que ça soit un programme élitiste. Donc, des programmes élitistes, il y en a déjà, puis c'est bien correct. Là. Les programmes sport-études, tout ça. Puis il y avait une catégorie d'étudiants que j'avais l'impression qu'on oubliait. Donc, l'idée derrière ça, puis à la polyvalente de Jonquière, à l'époque, il y avait des installations qui étaient, je dirais pas sous-utilisées, mais presque. Puis, fait que moi, dans le projet que j'avais déposé, j'ai dit, écoutez, il y a des étudiants, on va leur permettre de finir leur secondaire 5, puis de se rendre au cégep. C'était pas, en fait, le but de AMS, c'était pas nécessairement qu'ils s'en aillent dans des métiers de la scène, malgré qu'il y en a beaucoup qui partent puis s'en vont en ATM, qui s'en vont en théâtre, puis tout ça. Mais le but, c'était de leur faire aimer l'école, puis que ça soit un étudiant normal, avec un cheminement normal, qui soit au secondaire, ce qu'on appelle régulier, ou qui soit, par exemple, en sport hors études, à 8 heures, il va avoir un cours de maths. Puis à 9 heures, il va aller faire de l'éducation physique. Puis à 10 heures, il va avoir un cours de français, tout ça, ce qui est bien correct. Nous, l'idée, c'était, à 8 heures, il va avoir son cours de maths. Puis à 9 heures, il va aller monter un décor pour le festival de marionnettes. Puis à 10 heures, il va avoir son cours de français. Puis en après-midi, il va faire de l'éclairage, il va monter un rack d'éclairage, tout ça. Donc, ça devenait intéressant pour ces étudiants-là qui se retrouvaient pas à l'école. Et je pense qu'après tant de temps, l'idée a fait son chemin. C'est bon, ça. Je te félicite. Tu as laissé ta marque. Oui, tu sais, puis je salue aussi les gens qui ont pris le relève, parce que moi, j'ai été là quelques années. Entre gros guillemets, je l'ai mis au monde, mais je n'ai pas fait ça tout seul. Là. Il y avait plein de profs, puis toute l'administration qui nous ont aidés. Mais, puis aujourd'hui, les gens qui tiennent ça... ils ont amené ça à un autre niveau, puis c'est fantastique. Donc, super. Voilà. On poursuit un peu avec ta formation académique maintenant. Oui. Hein? Tu as quand même un diplôme de programme court en management de projet de 3e cycle. D'ailleurs, on s'est connus à travers ces études-là. La gestion de projet, je pense qu'avec ce que tu fais sur le plan artistique et en affaires, ça doit te servir. Moi, j'avais une formation en langue, donc j'étais professeur d'anglais et de français, puis j'avais une formation en
électronique. Puis j'avais aussi une formation musicale. J'étais allé quelques années au conservatoire, puis j'avais pris aussi des cours de piano. Donc, puis la vie a fait que, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, à 40 ans, j'y vais aller faire ma maîtrise. Puis j'ai réfléchi beaucoup, puis finalement, j'ai fait une maîtrise scientifique. Là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est une maîtrise avec mémoire, puis avec recherche, en fait. J'ai fait ça en management de projet, en fait, en gestion des organisations. Et, Tu vois, on a la même maîtrise. oui, Sauf que moi, je l'ai fait volet professionnel. ouais. Je te dirais, quand je suis arrivé au 3e cycle, c'est là que j'ai eu un peu plus de difficultés Ouais. parce que le volet scientifique, j'aurais aimé ça le connaître plus Ouais. pour être plus près. Plus près, si ça se dit, bien sûr. Pour être plus près. Et je me suis mis à aimer ça comme un fou. J'avais presque... Bon, j'avais toujours eu, en gros guillemets, une entreprise. Soit, là, bon, je faisais des contrats pour les autres de musique ou d'enregistrement. Mais j'avais jamais eu d'entreprise de ma vie, tu sais, là, une vraie entreprise. Et j'ai adoré ça comme un fou. Je me suis aperçu que c'était atteignable. Pour quelqu'un qui venait plus du côté sciences humaines, plus des arts, plus de la littérature, tout ça. Et j'ai adoré ça comme un fou. Je m'y suis retrouvé là-dedans. Puis, bon, on côtoyait des gens qui étaient en administration, des gens de l'Alcan, des gens de plein d'univers différents qui étaient dans la gestion. Et ça a fait en moi, OK, c'est pas si sorcier que ça. C'est pas une chasse gardée. Tu te mets là. Puis moi, en fait, ce que j'ai compris dès le départ, c'est que je pouvais appliquer mon monde à moi là-dedans. Donc, la gestion, en fait, il y en a partout. Il y en a dans les arts, il y en a dans l'aéronautique, il y en a dans tout. Est-ce qu'elle est pareille d'un monde à l'autre? Non, pas du tout. Mais j'adorais ça. Puis après ça, ben, je suis allé faire ma scolarité doctorale en management de projet. Et puis, ça me sert encore aujourd'hui, là. Surtout, bon, évidemment, là, il y a le day-to-day au studio. Là, tu sais, bon, il faut faire les taxes, puis il faut faire le maraudage, puis il faut faire la comptabilité. Ça, évidemment, là, ça m'aide. Mais c'est dans l'approche client où ça m'a aidé. Il faut comprendre que quand on est dans un studio d'enregistrement, c'est un monde qui n'est pas... puis là, je vais dire une énormité, mais c'est pas méchant, là. C'est pas froid comme un monde de comptables. On travaille avec des artistes, on travaille avec des gens qui sont très près de leurs émotions. Et ce qu'on crée aussi, c'est de l'émotion. Que ce soit qu'on réalise une chanson ou qu'on réalise une publicité, parce qu'on fait beaucoup de publicité aussi. On travaille essentiellement avec de l'émotion. Donc, mais le monde de la gestion, ça s'applique aussi à ça. Il y a moyen d'encadrer ça comme il faut. Puis au départ, c'était pas simple justement d'appliquer ça au monde du studio, mais on y est arrivé. À quel moment tu t'es senti, là, parce que tu t'es lancé en affaires Ouais. sans officiellement, ou en tout cas du moins de façon officieuse, jusqu'à ce que tu le concrétises. Ouais. Tu as étudié. À quel moment que tu t'es senti là, que ouais, finalement, je suis un entrepreneur? Est-ce que cette révélation-là t'est arrivée à un moment donné? C'est une excellente question. Et je te dirais que ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Faut comprendre ici que le studio, officiellement, il est commercial depuis presque 10 ans. Puis au début, ben, on fait des erreurs, c'est normal. Et je te dirais que j'ai commencé à être à l'aise dans ce rôle-là il y a à peu près 2-3 ans. Une fois que la machine s'est mise à rouler, parce qu'évidemment, comme dans n'importe quelle entreprise, moi, je crois fermement qu'il y a un premier 5 ans où tu te fais les dents. Là. C'est normal, il faut que tu fasses beaucoup de publicité, tu dépenses de la publicité, puis tu mets tes affaires en place. Puis nous, en plus, un studio, c'est pas comme un dépanneur, c'est-à-dire qu'il faut investir pour rester à la fine pointe puis rester compétitif. Il faut acheter de l'équipement qui est très coûteux. Ben, tu vois, là, je fais Ouais. juste regarder alentour de moi. Ouais.
J'arrive avec mon petit kit. Tu comprends? Je me sens petit dans un monde de grands actuellement. Ben, puis, tu sais, c'est un peu normal. Si tu veux rester compétitif, il faut que tu offres à tes clients la dernière technologie en termes en termes d'enregistrement, la dernière technologie en micro. Mais il n'y a pas seulement ça aussi. Il y a ton expérience à toi. Moi, je suis allé parfaire mes connaissances aussi en audio. Je l'ai fait à distance. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on faisait intuitivement. Il y a des choses qu'on savait, mais il y a des choses on est allé parfaire nos connaissances pour offrir le meilleur service possible. Puis en plus, ben, tu as tout le côté humain. C'est quand tu reçois un artiste ici, c'est pas OK, ben voici ça coûte tant. Puis nous, on travaille jamais à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup de studios à Québec, Montréal, Toronto, ailleurs, qui travaillent à l'heure. Donc, nous, jamais, 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 jamais. On fait un prix au client et on prend le temps de prendre le temps parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Le client a mal à la gorge ou le client, il file pas ou il n'est pas prêt. Donc, nous, on prend l'approche, OK, allons-y, prenons le temps de faire réchauffer le moteur. Si ça ne va pas, OK, on recommence demain. Donc, et ça nous a toujours bien servi. On n'a jamais, en 9-10 ans d'expérience, puis on a une liste de clients assez impressionnante, ça nous a tout le temps bien servi. On n'a jamais eu un client qui a abusé. Puis les clients l'apprécient, ça. Donc, ils ne sentent pas le stress. Donc, pour en revenir à la gestion, ça en fait partie de la gestion, ça. Donc, c'est comme si on avait des employés, mais sporadiques. Donc, il faut mettre l'employé à l'aise. Puis, quand tu mets l'employé à l'aise, dans les meilleures conditions, ben, il va te donner le meilleur de lui-même. Donc, ça m'a aidé beaucoup. Ouais. Tu parlais des autres studios qui sont Ouais. à Montréal, Québec, Toronto. Pourquoi un studio de cette ampleur-là en région? C'est sur quoi vous êtes basé pour dire, bon, on va faire ça à Jonquière? Ben, comme je te disais tout à l'heure, nous, on adore vivre ici. Il y a un bonheur de vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, c'est pas parfait, mais le bonheur de la nature, le bonheur des gens, il y a aussi le nombre d'artistes qu'il y a ici. Le ratio artiste-population est énorme. Puis, je veux dire, même encore aujourd'hui, on peut se targuer de nourrir la population de Montréal en artistes. Mais il y avait... Dès le départ, on savait qu'on n'allait pas faire des millions avec ça. C'est impossible. Je veux dire, même s'il y a beaucoup d'artistes puis il y a beaucoup de gens en publicité, on savait que notre comment je pourrais dire ça, notre nombre de clients ne serait pas aussi gros comme Montréal. Mais moi, l'étincelle pour avoir un studio, ça a toujours été le studio d'André Perry à Morin Heights. Pour les gens qui connaissent ça, c'était une espèce de gros studio qu'il y avait dans les Laurentides, à 45 minutes de Montréal. Et c'est là bon, il y a David Bowie enregistré là, Rush enregistré là, plein d'artistes québécois, dont Beau Dommage, Claude Léveillé. Donc, c'était un studio de calibre international. Il faut comprendre, dans les années 70-80, il y avait des gros studios en Angleterre, puis aux États-Unis, puis il y avait Morin Heights. OK. Donc, c'était quand même... Et ce studio-là était un bijou parce que c'était complètement à la campagne, sur le bord d'un lac. Et puis, c'était mythique. Moi, je suis allé le voir, le studio. Je suis rentré dedans avant qu'il passe au feu. Là. Mais c'était mythique et c'est encore mythique aujourd'hui. Puis ça a été l'étincelle pour nous parce qu'on est à la campagne. Nous, ça fait 32 ans qu'on est à la campagne. Puis c'est ce qu'on veut offrir aux clients. C'est-à-dire que le client, il arrive ici, on ne veut pas qu'il soit dans un bureau de dentiste. J'ai rien contre les dentistes, là, c'est pas ça. C'est juste que... Ben, c'est pas dans un bureau de dentiste que tu vas enregistrer Non, une c'est chanson. ça, exactement. C'est dans ce sens-là que tu le dis. C'est là. ça, ben, c'est dans ce sens-là. Puis il faut que le client soit à l'aise. Donc ici, le client, lorsqu'il arrive, ben, on le reçoit. Ça fait partie aussi de l'approche client. Moi puis ma conjointe, puis c'est très pensé, c'est très planifié. On a une manière de recevoir les clients pour qu'ils se sentent à l'aise.
qui ne pensent pas, parce qu'il y a un studio, c'est très intimidant. Moi, j'ai des artistes, des fois, qui viennent ici, puis j'ai même des musiciens classiques d'expérience qui arrivent ici et ils gèlent. Ah, ouais. Non, ils sont stressés. Donc, la job aussi, en tant que propriétaire de studio puis de réalisateur, c'est de les mettre à l'aise. Donc, ça fait partie. Avant de les faire descendre en bas, on va leur offrir un café, on va jaser, tout sauf de la musique. OK. Puis après ça, ben ici, ils peuvent aller faire de la randonnée, ils peuvent aller faire du ski de fond, ils peuvent aller à la fromagerie Blackburn au coin, ils peuvent faire plein de choses. Donc, c'était vraiment dans l'esprit de s'inspirer du studio More Nights qu'il y avait dans les Laurentides et d'offrir ça ici à la population jonquiéroise. Puis avec des clients, on a des clients aussi d'ailleurs, on en a de Québec-Montréal, on en a même en Europe. Donc, le lieu a plus ou moins d'importance. C'est sûr que si on était dans le centre-ville de Montréal, on aurait une plus grande clientèle, mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on recherche. Ouais, puis ça serait pas les mêmes coûts non plus. Non, Là. c'est pas Tu les sais, mêmes coûts. Quand Là. tu arrives dans Voilà. le centre-ville de Montréal, le pied carré, c'est pas la même chose. Exactement. Voilà. Donc, fait que ça fait partie de l'approche client, puis quand on a mis la business sur pied il y a 10 ans, c'était pensé, c'était dans le plan d'affaires d'avoir un endroit bucolique avec la dernière technologie pour pas que parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Puis ça existe dans le monde artistique, dans le monde de l'enregistrement, mais ça existe dans d'autres secteurs. C'est encore la philosophie, ben, regarde, on va aller à Montréal, ça va être mieux. Puis ça va être meilleur, puis tout ça. Alors que nous, ben, avec tout le réseau de musiciens qui sont associés au studio, des techniciens qui sont associés au studio aussi, puis avec la technologie puis l'expérience qu'on a, ben, on est capable d'offrir un service équivalent, sinon meilleur, dans des conditions agréables. Donc, Tu m'amènes à une question complémentaire à ça. ouais, Est-ce que c'est possible de faire de bonnes affaires en région dans le milieu de la production? totalement. Totalement. Puis je pense que ça, là, ça fait longtemps que le milieu artistique l'a prouvé ici. On est capable on est capable de faire des choses excellentes. On n'a pas à être gêné de ce qu'on a ici. Puis, tu sais, nous, en fait, dans nos clients, on a des studios de Montréal qui font affaire avec nous, souvent en duplex. Donc, au lieu de faire descendre quelqu'un, par exemple, pour une publicité, bon, ils vont venir ici. Donc, parce qu'ils savent qu'on a la technologie, ils savent qu'on a la même technologie qu'eux. Donc, ça arrive régulièrement. Et de plus en plus aussi, on a des contrats parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, on peut enregistrer un album ou une publicité avec son cellulaire. La technologie est aussi avancée que ça. Mais on a beaucoup d'artistes. On en a de Montréal, on en a de France. Là, tu dis avec un cellulaire. Absolument, oui. Oui. Ben, ça m'amène à, en fait, le projet qu'on a fait avec le groupe de Who. On a fait 2 vidéos. Ça, on va y revenir. Parle pas de ça tout de suite. C'est ça. Ça a été fait avec des cellulaires. Mais en fait, mon point, c'est que la technologie aujourd'hui est tellement avancée que tu peux faire de quoi de qualité avec les moyens du bord. Donc, aujourd'hui, tout le monde a une carte de son, puis tout le monde a un micro. Puis c'est super. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. Moi, j'appelle ça, c'est une belle grande démocratisation de l'enregistrement, puis de la vidéo aussi. Là. Tout le monde peut faire des vidéos extraordinaires. Fait qu'on a de plus en plus de clients qui sont à l'extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vont enregistrer dans leur garage à Sherbrooke ou à Montréal ou ailleurs, et ils vont nous l'envoyer pour mixer et masteriser. Alors ça, c'est une belle marque de confiance. Puis pour le studio, ben nous, on est contents parce que ça veut dire que ce qu'on fait est de qualité, puis ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que les gens enregistrent, dans le fond, leur son, puis vous autres, vous organisez pour que ça sonne bien. Exactement, voilà. Donc ça, on en a de plus en plus. C'est moins coûteux pour l'artiste. Et aussi, c'est moins stressant pour l'artiste parce qu'il enregistre chez lui.
Donc oui, pour en revenir à ta question, là, on n'a pas à être gêné ici, tant pour la production audio que la production visuelle, on n'a pas les gens n'ont pas à nous regarder de haut, là. On a tout ce qu'il faut ici. On a la même technologie qui est disponible dans les gros studios à Toronto, Vancouver, Montréal. Est-ce que les artistes québécois ont absolument besoin d'avoir de subventions pour être capable d'arriver d'après toi? Non, mais tu sais, parce que là, on parle un peu, tu sais, on parle d'entrepreneuriat. Je t'entends, tu parles du studio, tu as investi beaucoup de ta poche. Ouais. Tu sais, je présume que l'argent que tu as ramassé en travaillant de façon très acharnée, tu as réacheté de l'équipement et ainsi de suite. Je rentre ici puis je ne sens pas de subvention. Non, en fait, ben, tu sais, puis c'est un sujet que je vais être, comment je pourrais dire ça, poliment. Je vais essayer d'être le plus prudent possible dans ma réponse. Parce que je ne veux pas me faire, je veux pas me faire d'ennemis. Mais il n'y a pas un câble ici autour de toi. Il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas un micro, il n'y a pas un morceau de tapis ici qui a été payé avec une subvention. Donc, c'est vraiment une entreprise privée à 100%. Et tout ce qu'on a ici, on l'a payé avec nos revenus puis avec les profits qu'on a faits. Quand on faisait un 1 000 ou un 5 000 ben là, on achetait une pièce d'équipement que les autres n'avaient pas. Puis après ça, ben, à chaque fois qu'on refaisait du profit, on allait chercher un micro que les autres n'avaient pas. Donc, c'est sûr qu'il y a comme un système à 2 vitesses au Québec. Puis, tu as la culture indépendante, puis tu as la culture subventionnée. Puis là, je ne suis pas en train de dire que la culture subventionnée, c'est pas bon. Ça. Non, c'est pas vrai. Là. Mais le problème là-dedans, c'est que c'est souvent un groupe de gens très, très restreints qui sont dans un bureau, qui ne comprennent pas nécessairement ta réalité, qui vont décider si tu as une subvention ou non. Et ça, c'est d'une tristesse parce que il y a des gens qui vont en profiter, c'est correct, c'est parfait. Là. Mais il y a des gens aussi qui vont mettre fin à leur carrière, soit d'entrepreneur ou soit d'artiste, parce qu'il y a une décision qui a été prise dans une tour au Québec sans connaître la réalité ici. Et ça, je trouve, c'est d'une grande tristesse. Puis ça fait partie aussi de la mission qu'on a au Studio Septentrion, c'est-à-dire que on essaye d'aider aussi les artistes qui ne sont pas subventionnés, puis qui ne le seraient pas, mais qui ont tellement de talent. Ça fait partie de notre mission. Est-ce que, je te pose une autre question, sans toi libre de ne pas répondre. Ouais. Est-ce que tu crois que pour percer au Québec comme artiste, il faut absolument que tu sois une bébite, que tu sois quelque chose de particulier, mais tu sais, dans l'extrême, là, tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est pas nécessairement représentatif. Tu sais, j'en connais des artistes, j'en vois qui sont excellents, mais c'est pas, par exemple, des personnages comme Hubert Lenoir, par exemple, tu sais, que je vois, mais tu sais, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre son art, mais j'ai l'impression que c'est ce profil-là, souvent, qui vont émerger. De par la différence, de par ce qui. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Et selon toi, faut-tu absolument que tu sois comme ça pour percer au Québec? C'est une drôle de question. Je vais répondre peut-être autrement. Puis écoute, ça va un petit peu dans le sens de. Moi puis ma conjointe, on a réalisé un documentaire là, il y a quelques mois qui s'appelle Les cordes insensibles. D'ailleurs, parlons-en. Oui. OK, donc avant que tu ailles plus loin, garde ta réponse. OK? Je vais juste vous faire entendre un petit quelque chose. Ouais. Eventually, you'll
Donc, parlons-en de ton Ouais. documentaire. Je te laisse répondre à ma question. Oui, ben c'est ça. En fait, tu sais, tantôt, tu me parlais, est-ce qu'il faut être vraiment une bibite? Pour moi, c'est une question. C'est un faux débat. Je veux dire, il y a des artistes que moi, j'adore. Puis, ils ont l'air à des vendeurs d'assurance, puis ils ont des vies bien rangées. Puis, il y a d'autres artistes, dont Hubert Lenoir aussi, que j'admire beaucoup, qui sont, aux yeux de certains, complètement déjantés. Je pense que c'est pour ça qu'on le documentaire on a réalisé il y a quelques mois, qui s'appelle Les cordes insensibles, qui fait référence aussi à l'essai de Jacques Bouchard là, dans les années 70, les 36 cordes sensibles des Québécois. Je pense que les gens, c'est des cordes. Et si tu envoies la bonne vibration, elle va vibrer, tout simplement. C'est ça, si vous êtes familier un peu avec le monde des cordes, des guitares, des violons, puis même la physique aussi, c'est si vous avez la bonne fréquence, ben il y a une corde qui va vibrer quelque part. Donc, chaque artiste a sa fréquence. Et il y a des fréquences plus accessibles que d'autres. Puis il y a des fréquences moins accessibles que d'autres. Puis il y a des fréquences qui vont faire vibrer des cordes seulement dans certains cas. Alors, pour moi, un artiste, c'est un artiste. C'est pas quelque chose qui se décide au ministère de la Culture ou par 3-4 personnes qui sont supposées être qui sont supposées être des experts, puis finalement, qui ne comprennent pas. Tu sais, je reprends toujours le même exemple. Au départ, les Beatles, il n'y a personne qui voulait les avoir. Ils ont été refusés par je ne sais pas combien de maisons de disques, jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui dise « OK, oui ». Et bon, après ça, ben, comme on dit en anglais, « the rest is history ». Donc, c'est pour ça que, non, c'est pas une obligation. Il y a des gens qui font de la musique puis qui ont des cravates. Je pense à Robert Fripp, qui a toujours accompagné de cravates, toujours très posé, c'est pas une bébête du tout, mais qui fait une musique magnifique. Donc, c'est la même chose. On parle de musique parce que c'est mon monde, mais c'est la même chose pour la littérature. Mais le documentaire, Ouais. dans le fond, on va en parler. Ouais. J'aimerais ça qu'on revienne sur certains éléments, mais Ouais. j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi vous avez fait un documentaire. Parce que, tu sais, tu dis un studio d'enregistrement. Donc là, on ajoute un documentaire. D'où c'est que ça vient, ça? Ben, en fait, il y avait un peu... c'était une espèce de conjoncture. Donc, quand j'ai décidé de faire le documentaire, on a décidé ça cet automne. Et je venais juste d'avoir 56 ans, puis ça fait quand même depuis l'âge de 7 ans que je baigne dans ce milieu-là, mais toujours de manière indépendante. Et là, je regardais tout ce qu'on avait fait. On avait réalisé des albums pour moi, pour les autres. On avait fait des publicités, on avait fait des émissions de télévision. On a travaillé 2 fois avec le groupe de Who. On a fait plein de choses. Puis là, durant la pandémie, moi, j'avais réalisé un album de jazz avec une artiste de Jonquière avec qui je travaille souvent, qui est Julie Desgagnés. Elle chante. Ouais, elle a une super belle voix. Vraiment Puis, très bien. Et on avait travaillé fort et 24 heures avant qu'on le lance, puis toute la salle était réservée au Calypso à Jonquière, on tombe en lockdown. Donc, tout ça a tombé. Puis ça a été difficile de reprendre ça après. Le seul endroit où on a pu jouer cette musique-là, c'est à l'émission de Caro Laurando, que je salue, parce que c'est pas mal la seule dans cette période-là qui nous a aidés. Alors, merci Caro. Puis après ça, moi, je réalisais des albums pour les autres. On faisait les émissions de télévision à ma TV. Puis je faisais mon 8e album, qui était aussi du jazz, jazz fusion, rock, tout ça. Et le festival ici n'en a pas tenu compte. Donc, ça faisait 2 albums qu'on faisait dans ce style-là. Et ils n'en ont pas tenu compte. Et là, il y a eu une espèce de frustration. Ça se peut pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça les cordes insensibles, parce que, évidemment, il y a la référence à la guitare qui est mon instrument principal. Mais là, il y avait
C'est un protest song, le documentaire qu'on a fait. On a dit, non, il y a tellement d'artistes indépendants ici, puis au Québec, puis comment ça se fait que on entend tous les mêmes, puis que c'est décidé toujours par les mêmes personnes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est un petit peu ce que je dis à un moment donné dans le documentaire, c'est que on est un studio de production professionnelle, commerciale, avec des années d'expérience. On travaille avec des grands musiciens. On a une écurie de musiciens ici incroyable. Et comment ça se fait que c'est pas ça qu'on entend? Puis je m'exclus là-dedans. Là. Mais comment ça se fait que c'est toujours le même canal qu'on entend? Puis là, c'est un petit peu une pointe à la culture subventionnée. Culture subventionnée, mais aussi l'organisation du système. Oui, comment c'est la ça. business fonctionne. Ben, c'est ça, Puis, tu sais, exactement. on ne se le cachera pas, là, la Ouais. business aussi, elle doit évoluer aussi d'une certaine façon. Oui, absolument. Parce ouais. que, tu sais, si on fait juste regarder la fenêtre des 20 dernières années, Ouais. tu sais, la distribution de la musique, la Ouais. consommation, la découverte de la musique C'est ça. a excessivement changé. Oui, là. puis je te dirais pour le mieux. Je te dirais pour le mieux parce qu'il y a une démocratisation. Par contre, ça amène aussi des bémols, ça amène des downsides. C'est un petit peu, à un moment donné, dans le documentaire, ce qu'on dit, c'est que on produit de la musique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. On la vit, puis on ne fait pas de la copie, là, on fait de la musique originale dans le sens que on en reçoit plein d'artistes qui créent. Mais pour qu'ils soient entendus, il faut faire affaire avec une compagnie de distribution américaine, qui est soit CDBB ou iTunes ou peu importe. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a quelque chose de malsain. Puis, nous, en fait, ça nous pousse encore plus à travailler fort parce qu'il faut faire entendre ces artistes-là. J'ai des jeunes artistes qui ont début de la vingtaine, qui ont un talent, mais un talent fou. Puis on ne les voit pas sur les scènes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a une belle gang à Alma qui s'appelle les Gabiers d'Aquilon, qui sont 10 chanteurs. Ils s'en vont chanter en Europe dans quelques mois. Ils font ce qu'on appelle du chant marin. C'est très spécialisé. Puis c'est moi qui ai réalisé leur dernier album l'année passée. C'est magnifique ce qu'ils font. C'est magnifique. Puis tu peux pas écouter ça puis pas aimer ça. Là, je veux dire, c'est fabuleux. Mais ils jouent pas ici. J'en ai jamais entendu parler. C'est d'une grande... Tu sais, ils sont à Alma. Ils jouent à Alma. Mais ils ne jouent pas ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean ni au Québec. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a puis tu sais, tantôt, tu disais, le milieu a changé, oui, beaucoup, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. La distribution. Hein. Voilà, exactement. J'ai un autre extrait, mon cher. Oui. Des fois, je passe par une bébête parce que je viens à Jonquière, mais je travaille souvent en anglais. Je travaille en français aussi. J'ai enseigné 9 ans à l'école St. Patrick's School à Arvida. Mais j'ai aussi enseigné le français au centre linguistique du Cégep de Jonquière, puis à l'école de langue de l'UQAC. Donc, pour moi, parler anglais et parler français, c'est une grande fierté. Probablement que je les parle incorrectement dans les deux cas. Je me suis même rendu au Festival en chanson de Petite-Vallée en 98. J'étais assis avec Gilles Vigneault, puis Marie-Claire Seguin, puis Sylvain Lelièvre. J'étais bien fier de ça. Puis j'ai essayé de chanter en français, puis ça sort mal dans ma bouche. Fait que voilà, ça fait partie de qui je suis, puis j'ai pas à justifier ça plus que ça. Je te demande pas de justifier. je te le dis, je te demande pas de justifier. Ouais. Mais moi, j'ai une question champ gauche par rapport à ça, par rapport à ta déclaration dans ton documentaire. Ce que vous entendez, c'est dans son documentaire. Il est disponible sur YouTube en passant. Vous fallait l'écouter. Moi, je l'ai écouté à plusieurs reprises parce que je l'ai trouvé très bon. Puis aussi, je voulais me préparer comme il faut. Ouais. Pourquoi tu chantes pas plus dans ce que tu fais? Parce que tu sais, t'es un guitariste là, exceptionnel. Ça, j'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant. Mais tapez Martin Larose, vous allez trouver, il y a trois albums disponibles actuellement. En fait, il y en a plus que ça, mais finalement, il y a des albums qui sont
qui sont plus disponibles. Donc, Ah, officiellement, OK. il y en a 3. Il y en a un 4e qui s'en vient. là, Bon, voilà. alors, Ouais. allez écouter ce qu'il fait, c'est fantastique. Honnêtement, là, c'est vraiment toute la guitare que vous entendez, c'est lui. Euh, mais Martin, il chante. Il chante. C'est beau, c'est bon, c'est réconfortant. Non, sérieux, j'en suis un chanteur, je suis capable de dire qui est pas bon. Puis des fois, moi, quand je chante en anglais, je suis pas bon. Tu le sais, tu m'as assez entendu à essayer de chanter en anglais. Mais pourquoi tu chantes pas plus en anglais Et mon avec ce Dieu, que c'est tu vrai fais? c'est vrai que c'est une question de champ gauche, mais je vais te répondre. Puis c'est probablement la première fois que je rends ça public. Euh, et je me considère d'abord et avant tout. Mon grand amour, ça a toujours été la guitare. Et ce sera toujours la guitare. Tu sais, pour moi, là, c'est vraiment une grande histoire d'amour avec tout le monde, la guitare, que ce soit la guitare classique, folk, rock, jazz, you name it. Là. Et encore aujourd'hui, ce grand amour-là est encore complet, il est encore à 100 J'avais, au début des années 90, j'avais écrit quelques chansons, parce que j'écrivais de la poésie. Puis bon, mais évidemment, j'ai étudié en langue, mais j'ai jamais aimé ma voix. J'ai jamais aimé ma voix, puis j'aimais mieux chanter en anglais, tout ça. Et c'est vraiment très drôle ce que je vais raconter. Un soir, puis je déteste les concours. Je ne crois pas aux concours, là, même si on soutient la bourse Objectif Scène, puis tu sais, c'est bien correct. Mais pour moi, je ne crois pas aux concours. Et puis, un soir, ça faisait pas très longtemps qu'on avait aménagé ici, puis il y a une publicité qui passe vers minuit le soir à Radio-Canada. Puis j'avoue, j'avais un verre dans le nez. Et puis, Un verre de vin? Ouais, c'est ça. Un Ouais, whisky? ouais Il avait pris du bourbon. Oui, non, peut-être pas du bourbon, mais j'avais le nez rouge, un peu, OK. disons. Et puis, pour faire une longue histoire courte, c'était une publicité du Festival en chanson de Petite-Vallée. Alors, il disait, si vous voulez participer, envoyez tel truc. Je me souviens plus si c'était par téléphone ou par... En tout cas. Et là, je me dis, maudit, je vais y aller. J'avais 3 ou 4 chansons en français que j'avais peaufinées un peu, mais qui restaient ici. Et à l'époque, un de mes anciens étudiants, puis qui est devenu un de mes grands amis, c'était Fred Saint-Gelais. Ah, Voilà, on connaît, Fred. Ben oui, alors qui est l'ancien conjoint de Marie-Mé, puis qui réalise plein d'albums, puis c'est un des grands réalisateurs au Québec. Mais à l'époque, c'était un petit cul. Puis, c'était un de mes anciens étudiants. Puis, il y avait Steve Bolduc aussi, qui était un autre musicien de Chicoutimi qui travaille avec André Waters, puis plein d'autres monde. Et là, le lendemain matin, je les appelle, je dis, écoutez, ça vous tente dessus, on va y aller. C'est une joke, j'ai dit, ça fait pas. On se prend une pizza à Québec, puis on boit de la bière. Puis... Ah, OK, c'est correct. Fait que on prépare 3-4 tonnes. Puis je descends, j'avais un Renault 5 à l'époque. Fait qu'on met les instruments dans... Ça rentrait. Ah oui! Fait qu'on descend à Québec, puis c'était mon Dieu, là, quand on arrive là, au stationnement d'Youville, là, la salle qui est là, le petit Champlain. C'est pas le petit Champlain? Le Capitole? Ouais, non, en face du Capitole, là, il y a une salle, là, il y a une grande salle. Il y a un stationnement souterrain. Oui, en puis face. il y a une belle salle de spectacle, puis en haut, il y a comme des loges. Puis des... Ah, je savais pas, moi. Fait que j'arrive là, mais vraiment là, détaché, là, tu sais, c'est comme I don't give a flying fuck. Là. C'est comme je vais le faire, puis c'est correct, puis bon. Alors, je monte, j'avais ma guitare acoustique, puis Frédéric avait sa guitare électrique, puis Steve avait sa basse, puis on avait 3 pièces de préparer. Et je n'en joue que 2. Je joue 2 pièces. Je chante en français. Et là, les gens du festival, ils ont dit, OK, arrête, va dans telle loge en haut, on va aller te rejoindre dans 2-3 minutes. Fait que là, je dis à Fred, puis à Steve, je dis, quoi, ramassez vos affaires, là, on va aller en face au restaurant après. Là. Je dis, probablement que je ne suis pas pris. Et j'arrive en haut, ils ont dit, c'est la première fois qu'on fait ça. On peut te dire tout de suite que tu es accepté.
D'habitude, on envoie ça par la poste, mais on dit on a tellement été impressionnés qu'on te prend tout de suite, c'est sûr que tu y vas. Ah, c'est bon, ça. Et là, la mâchoire me tombe à terre. Là, je me dis, écoute, j'avais fait ça en joke. Là, je m'en vais. OK, c'est correct, là, j'y vais. Fait que là, j'arrive en bas, mais les gars m'attendent. Tu sais. Ben, j'ai dit, je suis accepté. Fait que là, on crie de jouet, puis on va se prendre une bière, puis tout ça. Fait que après ça, je vais au festival, puis effectivement, je suis entouré avec Gilles Vigneault, puis Marie-Claire Seguin, puis Sylvain Lelièvre, puis il y avait Daniel Boucher qui avait gagné la... Et je passe une semaine, mais écoute, de rêve. C'était comme si on m'avait sorti du fond du bois, puis qu'enfin, on me mettait où ce que je devais être. J'étais heureux, je faisais de la musique, tout ça. J'ai pas gagné, puis c'est pas grave, parce que tout ce que ça m'a amené me sert encore aujourd'hui. Mais c'était féerique de me retrouver vraiment. Et la première chose qui m'a frappé, parce que moi, je viens d'un milieu qui, ma mère était plutôt froide, mon père aussi. Puis c'est correct, c'était du bon monde, là. Et tout le monde se prenait par le cou quand ils se voyaient là-bas. Tout le monde s'embrassait un peu sur la joue. Hein, c'est bien trippant. Quelle belle atmosphère. Et j'ai pas été choisi, puis c'est correct, mais à partir de ce moment-là, j'ai plus voulu chanter en français parce que je me disais, je voyais les voix qu'il y avait là, puis moi, j'écoute, je chante juste, mais j'ai pas une grande voix. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais jouer la guitare. C'est ça mon instrument. J'adore ça. Et là, j'ai commencé à approfondir, puis à enregistrer des albums qui étaient... je faisais beaucoup de pyrotechnique à la guitare. Et j'ai recommencé à chanter en anglais il n'y a pas si longtemps parce que j'ai rencontré une parolière de Montréal qui est Nathalie Farley. Puis de fil en aiguille, on a dit, bon, écoute, on va faire un album. Et qui est pratiquement terminé. D'ailleurs, Donc, c'est ça. Ce que tu as fait jouer tout à l'heure, c'est 2 pièces qui vont être sur l'album. Les textes sont de Nathalie Farley et la musique de moi. Et là, la majorité, en fait, c'est un album chanté. oui, c'est un album chanté. Oui, Oh, wow. c'est ça, oui. C'est un album chanté. Mais je suis fier, je suis content. Ouais. Tu vois, ma question était champ gauche, mais... ah non, mais j'étais devin, Ouais. moi. Non, mais c'est la première fois que je partage ça parce que j'avais un peu comme une frustration par rapport au refus, mais en même temps, j'étais tellement content. Il y a aussi que, comme je dis dans le documentaire, je suis aussi fier de parler français qu'anglais. Pour moi, ça fait partie de mon ADN. J'ai de la famille en français, j'ai de la famille en anglais. J'ai étudié en français, j'ai étudié en anglais. Pour moi, il n'y a pas de politique derrière ça, mais vraiment, vraiment pas. Alors, mais c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours perçu comme ça. Et souvent, dans le milieu culturel québécois, ben, si tu parles en anglais, ben, des fois, les sourcils vont se froncer, puis tu as des portes qui vont se fermer. Ce que je trouve d'une grande tristesse, parce que ça, c'est pas voir plus loin que son nez. Donc, il y a des artistes qu'on pourrait entendre, mais qu'on n'entend pas ici parce qu'ils ont décidé d'utiliser l'anglais. Ça, je trouve ça triste. Donc, il y a un peu il y avait cette réaction à C'est ça. sûr que le débat de la langue, Ouais. tu sais, puis quand on touche à la culture, Ouais, tu sais, veut pas au Québec, là, on a, en fait, on a une culture, ouais. mais la culture, elle n'est pas que francophone. Non, elle est, et c'est ça qui est. Moi, je comprends très bien les batailles qui ont. Tu sais, aujourd'hui, si on a une société où on peut parler français, c'est grâce à ces batailles-là. Mais soyons francs, là, soyons fiers de parler d'autres langues aussi. Je veux dire, tu t'en vas, moi, je prends toujours le même exemple. La première fois, je suis allé en Europe avec ma conjointe. On était dans un camping à Saint-Laurent-du-Var, pas loin de Nice. Et il y avait un type qui était là. Sa job, c'était d'ouvrir la barrière. Il parlait français, anglais, grec, italien, espagnol, russe, allemand, parfaitement. Et personne ne se posait de questions. Et ici, ben, on dirait qu'il faut parler une ou l'autre. Je comprends pas. Je pense qu'on devrait arriver ailleurs. Mais l'approche est effectivement Ouais. plus... en fait,
Je pense que ça provient de la crainte de Oui, l'envahissement c'est de ça. l'anglais parce que tu vois, en Belgique, Ouais. ils ont 3 langues officielles. Oui. Donc, ils parlent 3 langues. Puis des fois, ils en vont en parler 4, 5. Exactement, Le oui. système d'éducation est basé sur Oui, 3 langues. c'est Il ça, faut qu'ils c'est fassent ça. des stages Oui. dans 2 autres langues différentes. Donc, tu sais, Exactement. le rapport n'est pas pareil. C'est Donc, ça. on peut s'en inspirer parce que ça fait Oui. quand même, à la rigueur, partie de cette ouverture sur le monde. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, une culture qui est assez forte, elle va se défendre d'elle-même. Donc, soyons fiers de parler français, soyons fiers de notre culture francophone, mais soyons fiers aussi de notre culture anglophone. Puis, je veux dire, c'est un atout de parler ces 2 langues, puis même plus que 2. Ouais. Mais qui l'eût cru qu'on dirait ça à Jonquière? Ben, ça, c'est pour ça que je dis, d'ailleurs, dans l'extrait que tu as mis tout à l'heure, tu sais, je passe pour une bébite parce que, effectivement, à Jonquière, ben, il faut faire attention. Mais de moins en moins. Je pense Oui, que je pense gens- qu'on je pense que s'ouvre. je pense que c'est plus la même réalité qu'il y a 20-30 ans. On y va avec un autre extrait du documentaire. Ouais. J'ai toujours été très indépendant face à mon art, que ce soit l'enregistrement, la composition, tout ce qui est lié à être un artiste. J'ai compris très vite que j'allais pas avoir d'aide de personne, puis que c'était souvent des cercles fermés. Alors, ça va jusqu'à construire mes propres instruments. J'ai beaucoup appris là-dessus avec mon ancien patron, Malcolm Fernandez. Mais aujourd'hui, j'ai développé des relations de travail puis d'amitié avec 2 super luthiers que j'admire, Bruno Boutin à Magog et puis Marc Parker à Alma. Donc, ces liens-là, tu sais, avec des personnes, tu sais, veux pas, tu sais, dans cet extrait-là, tu te dis, je me sens seul, il a fallu que je fabrique Ouais. des choses. J'ai déjà vu des photos de toi en train justement, de construire Ouais. des banjos, là, Ouais. bref, guitare et ainsi de suite. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, avec tout le chemin parcouru, est-ce que tu te sens encore aussi seul dans ta démarche? C'est une question du champ gauche. Ah! Je te suis bon au dirais- baseball ce Ouais. soir. Je te dirais plus que jamais. Je te dirais plus que jamais parce que le système actuellement est très... mon Dieu, comment je pourrais dire ça? Poliment. Il y a beaucoup de protectionnisme, il y a beaucoup de népotisme. Et le fait que j'ai toujours travaillé indépendant, que j'ai une démarche indépendante, que je ne me fie pas sur les subventions, sur maison de disques, tout ça, ben, c'est ancré en moi. Donc, je suis tellement habitué de faire ça que je continue à le faire, puis c'est comme ça que je suis heureux, puis je continue à créer. Puis surtout, je continue à aider les autres en réalisant leurs trucs. Donc, je te dirais plus que jamais. Parce qu'il y a l'âge aussi. Tu sais, la jeunesse, puis c'est correct aussi, là. J'ai travaillé avec des jeunes toute ma vie. Tu sais, un bonhomme de 56 ans, ben, c'est pas lui qu'on va choisir. Tu sais, Mais pourtant, dans un concours. pourtant, ça. quand on t'entend jouer à la Ouais. guitare, quand on t'entend chanter, tu sais, quand on t'entend parler, Ouais. tu sais, Martin Larose, là, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Qu'il ait 40 ans, qu'il ait 60, c'est quelqu'un qui ne fait Ben, qu'évoluer. écoute. Tu sais, parce que non, mais ton art Ouais. évolue, Martin. Oui, oui, c'est sûr. Un artiste, c'est un artiste jusqu'à son dernier souffle. Et tu n'es pas le même artiste qu'il y a 2 ans et tu ne seras pas le même artiste dans 2 ans. Mais c'est pour ça que moi, là où ce que ça Ouais. m'agace dans ce que Ouais. tu dis, c'est à 56, arrête de faire de l'âgisme, puis C'est pas de- assume-toi. non, c'est là, pas tu sais. de l'âgisme. Alors- Écoute, t'es un entrepreneur artiste. Là. À un Oui. moment donné, mets tes culottes, puis let's Oui, go. Là. ben, en fait, mais les culottes, je les ai mises. Quand moi et ma conjointe, on a décidé d'aller en affaires parce que on se ramène aussi au sujet de ton balado. On parle de gens qui sont en affaires puis de la gestion. C'est qu'on a pris la décision d'être indépendant et ça nous a toujours bien servi. Et la preuve, ça fait 10 ans que le studio a du succès puis que les clients, le carnet de commandes est plein jusqu'à l'automne. Puis donc, mais ma réponse tient quand même, c'est que plus que jamais. Donc, on est tellement habitués, puis nos repères sont tellement dans une démarche indépendante
que je me verrais difficilement aller de l'autre côté de la force. Mais ce qui est Ouais. bon, c'est parce que je retiens plusieurs choses dans Ouais. ce que tu dis. L'authenticité. Oui. Tu sais, les valeurs qui sont là. Oui. Ton modèle d'affaires que tu tiens. Puis ça, Oui. c'est tout à ton honneur. Ouais. Tu sais, je disais, mets tes culottes, mais tu sais, je veux te sentir. Ouais, tu sais, ouais, parce ouais. que pour moi, peut-être que je te mets sur un piédestal, mais je fais juste te communiquer ce que je perçois de toi. Ouais. Puis, tu sais, pourquoi que je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui, parce que c'est de parler, oui, de ton projet, de ton studio, mais aussi de parler de l'artiste, Ouais. puis aussi d'amener à la question en se disant, parce que j'ouvre le podcast en disant, est-ce que, dans le fond, un artiste peut être une personnalité d'affaires ou quelqu'un qui va réussir en affaires? Puis je te dirais, avec ce que tu racontes jusqu'à maintenant, force est de constater que tu es un entrepreneur à succès dans ce que tu fais. Peut-être les millions ne suivent pas comme peut-être dans d'autres studios, dans d'autres modèles d'affaires, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ben, tu sais, si on revient justement à cette question initiale-là, est-ce qu'un artiste peut être un homme d'affaires ou une artiste peut être une femme d'affaires? Parce que bon, je suis quand même avec ma conjointe qui est une artiste aussi, puis c'est une très bonne femme d'affaires. Je pense que si tu veux durer, ça fait quand même longtemps que je fais ça, je pense que si tu veux durer là-dedans, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de devenir, l'expression streetwise en gestion parce que tu ne dureras pas longtemps. Il faut que tu apprennes, il faut que tu te casses les dents, quelquefois. Moi, je pense que ça, c'est important. Il faut que tu apprennes à compter, puis il faut que tu planifies à l'avance. Tu sais, dans un studio puis dans une carrière d'artiste, tu ne peux pas voir à une semaine d'avis. Il faut que tu vois à long terme. Qu'est-ce que je vais faire? Puis il peut arriver, il y a plein d'impondérables. Il peut arriver Une pandémie. Une pandémie. Ben, d'ailleurs, ça a été, écoute, ça a été un coup de massue là, dans le monde culturel. Nous, on s'en est bien sortis parce que on travaillait beaucoup à distance. Donc, les gens là, nous envoyaient des affaires. Puis, mais c'est ça. Je pense que tu n'as pas le choix d'avoir une pensée de gestionnaire. Puis c'est vraiment pas incompatible avec être un artiste puis être un réalisateur, un propriétaire de studio. C'est justement, c'est que tu n'as pas le choix puis il faut que tu structures bien. Tu sais, quand tu étais en studio, puis tu le sais, tu l'as vécu, faut que ton réalisateur, il structure le projet. Il faut dire, OK, bon, on enregistre à tel moment, on se pratique à tel moment, on fait venir tel musicien à tel moment. Est-ce qu'on enregistre le matin parce que l'artiste il chante mieux le matin ou il est moins stressé le matin? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de planification, beaucoup de gestion. Donc, je pense que c'est vraiment pas incompatible. Tu n'as pas le choix si tu veux durer dans le temps. Puis moi, je regarde tous les réalisateurs, les grands réalisateurs, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre, puis les propriétaires de studios, les bons, c'est tous des artistes. Puis 2, c'est des bons gestionnaires. C'est un propriétaire de studio qui est seulement un gestionnaire, c'est pas ça ne durera pas. Il ne connectera pas avec sa clientèle. Non, exactement. Et un propriétaire de studio qui est seulement un artiste, il y a quelque chose qui va casser à un moment donné. Puis on le voit, il y a eu des réalisations d'albums qui étaient faites par des artistes qui n'avaient aucune connaissance en gestion, puis ça a dérapé, puis ça a coûté des millions. Puis voilà. C'est bon. Ouais. Martin, dernier extrait sur ton documentaire. Ouais. Je présume que tu ne t'attendais pas à ce que je te... Non, vraiment. Hein? Là, tu m'as surpris beaucoup. C'est pas terminé. Dernier extrait. J'ai travaillé avec des jeunes presque toute ma vie. J'ai enseigné au primaire, au secondaire, au collège, à l'université même. J'ai travaillé dans les 2 langues, en anglais, en français. Ça a développé en moi une grande sensibilité, un souci des loners, de ceux qu'on n'écoute pas, puis de ceux qui ont été intimidés. Puis je pense que ça se reflète dans mon travail en studio. J'aime ça, m'occuper des jeunes. J'aime ça m'occuper de ceux qui n'ont pas été récupérés par le milieu culturel. Puis qui ont une pierre à polir, puis qu'il faut les aider un peu. Donc, ça me motive beaucoup. C'est peut-être ce que j'ai vécu un peu quand j'étais jeune, mais
j'ai un réflexe de m'occuper de ceux qui sont dans le coin, puis qu'on va pas les chercher, puis finalement, qui ont tellement à offrir. Écoute, je voulais terminer avec ce segment-là pour, Ouais. comment je vais dire ça, pour le bloc documentaire, parce que, tu sais, depuis que tu... Puis honnêtement, je ne savais pas que ça allait prendre cette tournure-là, notre discussion de ce soir. Mais tu as parlé beaucoup de cette proximité-là, cette sensibilité-là, cette approche-là. Puis tu as parlé beaucoup de jeunes et de cette préoccupation-là d'être, dans le fond, d'être groundé sur ces jeunes-là. Pour toi, dans le fond, est-ce que tu penses que justement le milieu en soi est réservé plus à l'élite et que donner des chances comme ça, puis là, je parle pas juste des jeunes, je parle des artistes. Ouais. Je veux pas dire des artistes orphelins, mais des artistes indépendants qui sont pas dans le système, qui font ça, oui, par plaisir, puis que peut-être qu'à un moment donné, ils vont se ramasser dans le système. Est-ce que, dans le fond, pour toi, là, ça t'allume? C'est-tu ton fil conducteur pour l'ensemble de ce que tu fais dans ce studio? Ben, il y a deux volets à ta question, puis je vais répondre. Puis je pense que je vais... Moi, là, je vais te surprendre. Moi, lorsque j'ai fait ma maîtrise, puis j'ai fait ma scolarité doctorale, j'ai étudié sur les programmations socioculturelles en entreprise. Puis, ça, c'est quelque chose à laquelle je crois profondément. C'est que tu as des traits de culture, que ce soit en gestion, qui sont là des siècles. Et ça prend souvent des siècles avant que ça change. Puis ça, c'est comme ça fait une partie de l'ADN. On n'y pense pas, mais l'exemple que je prends tout le temps, c'est en France, ils ont eu de la royauté très longtemps. Et même après s'être débarrassé de la royauté, il reste quand même dans il y a une séparation des classes qui est encore très, 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 très présente en France. Puis ça fait partie de leur ADN. Pourquoi je te dis ça? C'est que je pense que dans la société québécoise et dans la culture québécoise, il y a encore une philosophie de clergé. C'est très clérical. Lorsque le clergé était très présent, l'Église catholique était très présente dans les années... depuis l'arrivée des francophones, des Français en Amérique, c'était le clergé qui contrôlait tout. Puis tu avais une petite poignée de personnes qui contrôlaient tout, puis qui décidaient de vie ou de mort sur les gens, puis de vie ou de mort culturelle sur les gens. Malheureusement, puis tu sais, j'ai pas de honte à le dire, là, je suis conscient que ce que je viens de dire, je me ferai pas d'amis, mais il y a encore ça dans la société québécoise et dans le système culturel québécois aujourd'hui en 2023, c'est qu'il y a encore une partie du système qui est très clérical, qui est très clergé. Donc, c'est une petite gang de personnes qui décident qui va aller où, puis qui va faire quoi, puis si tu es avec nous ou tu es contre nous. Et ça me ramène à toutes les années que j'ai passées avec des jeunes. Moi, j'ai enseigné au primaire, au secondaire, au collège, puis à l'université. Moi, en partant, un jeune, il est bon. Puis, tu sais, souvent, on entend des commentaires genre « Ah, les jeunes ne veulent pas travailler aujourd'hui, puis ils sont pas aussi forts qu'avant, puis ils sont chiants. » C'est pas vrai. Je veux dire, il y a... À chaque époque, il y a des imbéciles, puis à chaque époque, il y a des jeunes qui travaillent fort. Moi, je travaille à l'université aujourd'hui. Je travaille avec des jeunes qui sont époustouflants, des jeunes qui ont des maîtrises, qui ont des doctorats, ils sont extraordinaires. Puis moi, j'ai confiance en l'avenir. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner un jeune en studio qui n'aura pas gagné de concours, ou que la maison de disque va l'avoir refusé, ou qu'une salle de spectacle ne veut pas l'avoir. Et je ne me souviens pas, à 56 ans, à quel moment ça ne m'a pas servi. J'ai toujours admiré des artistes, justement, qui étaient extraordinaires, mais qui sont morts dans la plus grande pauvreté ou la plus grande ignorance. Un artiste que j'aime beaucoup, c'est Chris Whitley, qui a été découvert par Daniel Lanois, puis qui, à l'époque, on disait que c'était le nouveau Bob Dylan, et selon moi, son œuvre est beaucoup plus grande que Dylan, mais il est mort dans un hospice complètement pauvre parce que, bon, bref.
Fait que, tu sais, j'ai toujours je vois toujours, j'essaie toujours de repérer le kid avec les grosses lunettes épaisses, le nerd qui est dans le coin, puis qui a une guitare ou qui a un piano, puis qui est extraordinaire, mais tout le monde rit de lui ou personne ne s'en occupe. J'aime ça aller le chercher, puis dire, OK, viens-t'en. Viens, on va empolir ta pierre, puis on va s'organiser que ça fonctionne. Fait que ça, moi, c'est de la... Aujourd'hui, c'est encore ma plus grande motivation parce que, j'ai l'impression de faire mon travail, puis j'ai l'impression aussi tu sais, à l'époque, on disait de faire une bonne action. D'aider son prochain. D'aider son prochain. Mais là, on vient dans le système catholique. Là, donc. Ouais. Mais ça, c'est pas catholique, c'est l'humanité. Là, OK, c'est bon. d'être humain. Ah, OK. Puis, mais c'est ça. Moi, c'est mon gaz. Ça, ça me nourrit énormément. Puis j'ai des jeunes artistes qui passent ici, là, la mâchoire te tombera à terre. Puis tu dirais comment ça se fait qu'on les connaît pas. Mais ça, ça va me driver jusqu'à la fin. Ça. C'est bon. C'est Écoute, à ce moment-là, envoyez-moi là dans le podcast. Absolument, oui. je vais faire un bloc artiste. Excellent. Écoute, Martin, on a parlé de plein de choses. Oui. Je veux qu'on aborde la musique. Oui. J'arrête pas de dire que tu es un artiste exceptionnel. Tu as fait des collaborations. Tantôt, tu as fait allusion de l'utilisation de la technologie. Oui. On va écouter 2 extraits bout à bout. Oui. When you hear the summer coming, hear the drummers drumming, I want to join together with the band. We don't move in any particular direction, and we don't make no corrections. I want to join together with the band. Do you really think I care what you hear or what you wear? What you join together with the band? There's a million ways to life. Everyone's a man. Come on and join together with the band. Let's see action. Let's see people. Let's see freedom. Let's see who cares. Take me with you when you leave me and my ship behind the stand. I have learned it. No one but me. Avatar has one ease. Take me with you. Let me see you. Time like it rains. Everything is nothing is. Raise the people. Hold the answers. Break the fences. Not peace. Let's see.
Donc, la première, Join Together, Ouais. et puis la deuxième, Let's See Action. Ouais. Mon accent s'est amélioré? Oui, beaucoup, bravo. C'est pas pire, hein? Non, j'ai travaillé beaucoup, C'est moi, bien, mon c'est bien. anglais. Donc je vais être dû pour venir me retester dans ton Absolument. studio. Bref, j'aimerais ça que tu nous racontes d'où c'est que ça vient, là, ces deux projets-là, parce qu'en passant, avant que tu me répondes, il Ouais. faut que je fasse l'auto-promo de ça. Vous allez sur le site de Septentrio, Ouais. en fait, Studio Septentrio, Oui. dans la section... Septentrio TV. Exactement. C'est Et là, vous allez retrouver ces vidéos-là. Ouais. C'est vraiment fantastique. Ouais. Et aussi, vous allez avoir les émissions que tu as ouais, tournées sur pour la MaTV. Oui, Et absolument. aussi le documentaire qui Oui. est accessible là. Exactement. Donc, maintenant, la plug, d'où c'est que ça vient, ces deux beaux Écoute, projets-là? C'est souvent dans ma vie, il est arrivé des choses que je peux pas expliquer. Et ça, c'en est une que je peux pas expliquer. Je me suis levé un matin. C'était le début de la pandémie. Je peux pas t'expliquer d'où est venu l'hiver. C'est vrai que j'ai toujours été un gros fan des Who. J'avais eu un contact avec Pete Townsend 15 années auparavant parce que j'avais envoyé quelque chose. Il m'avait répondu avec une belle lettre. Puis il avait référé aussi mon album à un critique musical à Londres. Ça, je le sais de source sûre. Mais on ne s'était jamais rencontrés, on ne s'était jamais parlé. Puis bon. Mais il savait que j'existais. Mais ça faisait une quinzaine d'années que je n'avais pas eu de nouvelles. Je me lève un matin en début de pandémie, on est tous en lockdown, puis on travaille à la maison, puis tout ça. Puis... pourquoi je ne ferais pas ça? Je sais pas. Écoute, tu sais, 5 minutes avant, tu ne penses pas à ça, puis 5 minutes après, tu dis je pourrais faire ça. Mais sans penser plus loin que mon nez, sans penser que je pouvais l'envoyer à l'équipe qui fait le management de The Who, c'était vraiment pour le plaisir. Fait que je mets un message sur Facebook. Je dis rien, je ne parle pas du projet. Ceux que ça leur tente de chanter avec moi sur quelque chose, envoyez-moi un message. J'ai une vingtaine de réponses. Hey, OK. C'est plate que j'aille pas vu ce post-là, moi. Mais écoute, il y en a plein qui ont trouvé ça plate par après. Ah, c'est sûr. Je les nommerai pas là, parce que c'est encore des amis, mais il y en a qui l'ont regretté. Puis, fait que là, écoute, j'appelle mes copains David Simard, qui est le batteur de Jean-Nic Fournier, puis Cirque du Soleil, puis tout ça. Puis j'y fais monter une track, tu sais, je fais un arrangement, puis j'appelle Jimmy Bolduc, qui est un super bassiste, puis on monte ça, puis j'appelle Jérôme Munger, puis j'appelle Sébastien. Fait qu'on fait une track. Mais c'est pour le plaisir, je fais ça pour moi, là. Tu sais, je fais ça pour moi, pour le plaisir. Tu sais, on se tournait un peu les pouces, là. Et là, je prépare ce qu'on appelle en langage de studio un shit track, là. Mais j'envoie ça aux 20 personnes qui m'ont répondu. OK. Apprenez ça. Chantez telle partie avec votre cellulaire. Filmez-vous. Envoyez-moi ça. Cellulaire. Et là, de fil en aiguille, là, on a quelqu'un dans le groupe qui connaît quelqu'un en Italie. Hey, on va l'embarquer. Là, il y avait une chanteuse en Italie. Puis là, après ça, il y en a une. En fait, il y a Marie-Ève Tremblay, qui est en Ontario, puis qui nous fait. Bon. Donc, il y avait du monde de partout au Canada, Canada anglais, Canada français, puis on en avait une en Italie. Et là, je monte ça, puis je fais ça avec ma conjointe, puis on enregistre, puis on met ça avec la qualité du studio. Mais c'était pas simple parce qu'on a tout pris le son des cellulaires. Mais ça sort quand même bien. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de travail de correction. Et là, on fait une vidéo. Puis je te dirais, à la bonne franquette, même si on a de l'équipement de haute qualité. Puis on met ça. Puis c'est pour encourager les gens. Puis là, j'étais fier parce que c'était presque tout du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, je mets ça comme ça sur les réseaux sociaux. Ça reste de même à peu près 48 heures. Quelques réponses, tout ça. Et je reçois un courriel le surlendemain. Il me dit bonjour, en anglais. Il me dit bonjour, je m'appelle Tom Kenny, je travaille pour The Who. C'est extraordinaire ce que tu viens de faire. Nous, on va le mettre sur le site. Oh, ouais. Et là, au début, je ne le croyais pas. Là, je suis parti à rire. Là, je disais à ma blonde,
Tu sais, avec Internet, bon. Non, le gars, c'est vrai. Il te demandait une bourse de 250 Ben en non, non. contrepartie. Et là, on va voir sur le site et la vidéo est là. Et là, le nombre de visionnements explose. Puis là, on a 2 000, 5 000, 10 000, 40 000, 60 000. Là, les médias appellent chez nous. Et là, je reçois des messages de Tom Kenny. En fait, Tom Kenny fait partie du management. C'est aussi l'éclairagiste de Dehou depuis 15 ans, mais ça a été aussi l'éclairagiste de YouTube. Alors, et moi, j'ai aucune idée. Là. Aucune autre. Et là, il me dit, écoute, il dit, c'est la folie furieuse ici. Il dit, Pete Townsend l'a écouté. Roger Daltrey l'a écouté. Robert Plant de Led Zeppelin l'a écouté. Eddie Vedder l'a écouté. Là, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, on est sur toutes les télévisions. Il en parle en Angleterre, il en parle aux États-Unis, il en parle ici. J'ai Pierre Doré, que tout le monde connaît Pierre Doré. Oui. Pierre Doré qui m'envoie un message à 5 h le matin, ou 5-6 h le matin. Il me dit, Martin, il parle de toi à Chaume FM à Montréal. Écoute, là, ça a été... Puis là, c'est des moments dans ta vie, ça va tellement vite que tu n'as pas le temps de tout assimiler. Et là, écoute, c'est extraordinaire. Puis là, ben, ça a fait que tout le monde sur la planète connaissait le studio Septentrion parce qu'on avait fait une bonne job. Et je reçois un petit message. C'est marqué PT. Puis là, qui me disait, bravo Martin, c'est extraordinaire. Ouais, c'était Pete Townsend, c'est lui qui a écrit la pièce. Ça reste comme ça. Écoute, nous, on survole ça. Et là, ma peur, c'était, je ne voulais pas exploiter ça parce que je voulais pas me servir. Parce qu'on était en pleine pandémie, il y a des gens qui mouraient. Il y avait beaucoup de musiciens que j'ai pris qui n'avaient plus de job, eux autres. Fait que, ils travaillaient comme infirmiers, infirmières, préposés, tout ça. Et là, je ne voulais pas exploiter ça parce que là, je me serais senti. On a tout fait ça gratuitement. Et là, les gens me disaient, les médias me demandaient, vous allez-tu en faire un autre? Vous allez-tu en faire un autre? Moi, je disais non parce que non, c'est pas le moment, là. Je veux dire, il y a des gens qui meurent, on est en pleine pandémie, on ne savait pas. Il faut se rappeler, faut se remettre il y a 3 ans, là, on était en état de guerre. Donc, les mois passent, puis tout ça. Et là, je reçois un autre message de Tom Kenny qui dit « T'en fais un autre ». Mais il dit « Cette fois-ci... » OK, t'en fais un autre. T'en fais un autre. Non, là, c'est une commande du groupe. OK. Et là, ils disent « T'en fais un autre. Tu nous proposes de quoi? T'en fais un autre. » Mais il dit « Cette fois-ci, il dit Lauren Gold va jouer avec vous autres. » Et Lauren Gold, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est le claviériste, le nouveau claviériste des Who, mais c'est aussi un grand musicien à Los Angeles qui a travaillé avec Beyoncé, il a travaillé avec Melissa Etheridge, il a travaillé avec toutes les plus... Écoute, c'est une sommité mondiale. C'était vraiment un très bon. Et là, encore une fois, là, c'est incrédule. Fait qu'on prépare quelque chose. Je rappelle la gang, les mêmes, qui m'avaient fait confiance la première fois. Et là, on dit, on recommence, mais on est avec Lauren Gold. Là, écoute, ça explose. Et puis, effectivement, Lauren Gold m'a contacté, puis il me dit, hey, c'est super. Puis, il nous a envoyé à la track, il s'est filmé chez lui dans son studio en Californie, puis tout ça. Et ça a été un autre beau succès. Puis après ça, ben, quand tout ça a été fini, ben, j'ai acheté un beau livre sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en français, une espèce de gros livre comme ça. Et je lui ai envoyé, donc. OK. Lui, il avait jamais mis les pieds au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment. Et je lui ai envoyé. Puis, depuis ce temps-là, on garde contact. Donc, j'ai gardé contact avec Tom Kenny. On s'est rencontrés à Toronto. J'étais censé rencontrer Pete Townsend et puis Roger Daltrey, mais lorsqu'on est arrivé à Toronto, il y avait un protocole COVID. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas... mais j'ai gardé contact avec ces gens-là. Je veux dire, des fois, Tom Kenny m'envoie des recettes ou m'envoie des jokes, puis on va se revoir, puis tout ça, puis il like mes affaires, puis à chaque fois que je fais des trucs, hey, c'est super. Fait que ça a été... ça a été un gros velours parce que moi, ça a bercé mon enfance, cette musique-là, mais aussi, d'un point de vue gestionnaire, marketing,
j'étais content d'avoir dirigé cette belle gang-là à distance parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. C'est un défi technique C'est important. un défi là. technique, technologique. C'est un défi humain aussi parce que là, tu ne veux pas froisser personne. Puis ça a été salué par un des plus grands groupes au monde puis des plus grands musiciens au monde. Fait que ça, j'étais content de moi parce que ça a fonctionné. On a fait ça avec les meilleures intentions du monde. On voulait pas profiter de ça pour notre propre lumière personnelle. On l'a fait pour les bonnes raisons, parce qu'il y avait un message derrière, parce que la deuxième vidéo, on l'a fait pour que les gens soient vaccinés, puis tout ça, puis que ça allait passer. Fait que ça, c'est une belle réussite. On est très, très, très contents. Ben écoute, je pense que tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean Ouais. est très fier de toi. Ouais. Je te félicite. Merci. C'est un coup de main. Oui. Puis c'est une belle façon de mettre un follow spot sur le studio, Ouais. sur tes compétences. Parce que, puis tu sais aussi, ça démontre à quel point tu es fantastique tu sais, dans ce que tu fais. Parce qu'on t'entend parler Je vais des oser. autres. On Ouais. t'entend parler des autres, mais tu sais, ce que tu fais, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, on va écouter quelques petits extraits de ce que tu fais. Ouais. Lost and lonely, you fuel your angry pride. You must allow yourself to fall into wild. Eventually, you'll come to understand mysteries of love. It's good to know them well. It's not easy. It carves you to the bone. So twisted. Alors, mon cher Martin, on vient Ouais. d'entendre une de tes pièces. Là, tu parles d'un prochain album Oui. qui devrait sortir dans combien de temps? Dans quelques mois, en fait, l'album est terminé. On est au début du processus de mixage. Donc, je mixe avec un bon collaborateur à moi qui est Franck Corneau. Donc, l'album, c'est le premier album que je vais faire chanter en 22 ans. Tous les textes ont été écrits par une nouvelle collaboratrice qui est Nathalie Farley, qui reste dans le secteur de Montréal. Et puis, toutes les musiques sont de moi. C'est un album qui est plus folk bluesé, blues rock, mais c'est beaucoup plus folk, beaucoup americana. Ce que j'avais jamais fait avant, finalement. Mais ça a sorti comme ça. Et puis, ça devrait sortir au printemps, ou plus tard à l'automne, mais au printemps, le processus de mixage, des fois, peut être long. Là. C'est Et, sûr, surtout quand on ouais. prend le temps d'enregistrer un podcast dans ton studio. Ouais! Mais j'aime ça mixer parce que en fait, c'est comme le cuisinier qui a tous ses ingrédients, puis après ça, qui décide de faire une belle soupe ou un beau potage, puis que là, qui assaisonne. C'est le bout le fun aussi pour un réalisateur. En fait, tout est le fun à partir du moment où tu traques puis tu guides l'artiste. Mais quand tu as tous les morceaux du casse-tête, puis là, tu dis, OK, là, on va faire le repas. Puis on le prépare, puis on le fait bien cuire, pas trop longtemps, puis bien assaisonné. Ça, c'est le fun. Écoute, Martin, Ouais. j'aurais pas le choix de te réinviter. Quand ça va être prêt, là? Ouais. Quand ça va être chaud, sorti Oui. tu vas assurément faire des médias, mais on prendra le temps de... Je te réinvite. Sérieusement, là, je trouve qu'on a abordé plein de sujets, plein d'affaires, des choses tripantes. Tu sais, on a parlé de gestion, de culture, Ouais. on a parlé de ta passion, tu sais, on a parlé du documentaire. Ouais. Il y a plein de choses qu'on s'est dit, puis je trouve ça intéressant parce que tu sais, tu as abordé certains sujets que j'avais déjà Ouais. préparés, tu sais, tu vois, Ouais. il y avait comme
des astres qui se Ouais. sont alignés. Donc, j'aimerais ça te réinviter. Ça me fera plaisir. Là, à ce moment-là, cette fois-ci, ben là, je te ferai venir au cégep. Donc, Excellent. écoute, c'est vrai, 4 semaines avant ta Ma retraite? Donc, à ce moment, ouais, c'est sûr que tu vas avoir plus de temps peut-être. Oui. À moins que tu... En tout cas, bref. Alors, merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps. Donc, c'est ce qui complète notre épisode de Ben Lala avec Martin Larose. Je vous invite à aller écouter, en fait, d'aller sur le web. Allez sur le site du studio Septentrio pour aller voir tout le contenu. Si vous avez des projets musicaux à faire, en fait, des projets musicaux à faire, enregistrer, contactez Martin. Vous avez entendu son approche, comment est-ce qu'il fonctionne. Vous avez pu découvrir aussi sa façon de travailler comme entrepreneur. Je vous réserve d'ailleurs des surprises là, pour les prochains épisodes de Ben Lala. Restez à l'écoute. Vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur www.benlala.ca et sur toutes les plateformes. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, mes chers amis, ciao, ciao!